Le mardi 23 mai 1990, un typhon rare frappe le golfe de Thaïlande, faisant chavirer le navire de forage Seacrest. 91 des 97 membres d'équipage ne survivent pas. Une série de mises à niveau et de calculs sont remis en question. La société UNOCL est une compagnie pétrolière américaine. Elle trouve ses origines à la fin du XIXe siècle. Son siège social est situé à El Segundo, en Californie, et elle joue un rôle important dans les projets énergétiques tant nationaux que mondiaux. UNOCL est un membre clé du consortium Sengas. Ils sont chargés de construire le gazoduc Trans-Afghanistan, reliant la région de la mer Caspienne à l'océan Indien, en passant par l'Afghanistan. Le projet se complique après le siège de Kaboul par les talibans en 1996, mais UNOCL trouve un moyen de travailler avec les talibans pour construire le gazoduc. En août 2005, UNOCL fusionne l'ensemble de ses activités pétrolières en amont avec Chevron, faisant de UNOCL une filiale entièrement détenue. Bien que UNOCL cesse ses activités en tant qu'entité indépendante, elle continue à mener de nombreuses activités sous la bannière de l'Union Oil Company of California, désormais une société Chevron. Le navire de forage Seacrest est nommé Scan Queen lors de sa construction, puis il change de nom pour devenir Seacrest. Il est construit par Far East Livingstone Shipbuilding Limited à Singapour, appartient à la société UNOCL et est exploité par la Great Eastern Drilling and Engineering Company. Il est immatriculé au Panama et achevé en 1977. Le navire mesure 110 mètres de long, 21 mètres de large et a un tirant d'eau de 7 mètres sous la ligne de flottaison. Conformément aux exigences du Code des unités mobiles de forage en mer, ou Code MODU, le navire dispose de canaux de sauvetage et d'équipements de sauvetage pour protéger l'ensemble de l'équipage. Les réglementations SOLAS, ou sécurité de la vie en mer, en vigueur à l'époque, précisent qu'il doit y avoir des canaux de sauvetage pour tout l'équipage de chaque côté du navire. Lorsqu'il est lancé, Seacrest utilise un Kelly et une table tournante placée au centre du plancher de forage pour saisir et faire tourner la tige de forage. La tige de forage passe à travers le Kelly, qui saisit et fait tourner la tige de forage sur la table tournante. Seacrest opère dans le golfe de Thaïlande depuis 1981, forant des puits de gaz pour UNOCL. Lors du forage, le navire est amarré au-dessus du site du puits par 8 ancres réparties autour du navire. Chaque ancre pèse 14 tonnes et est reliée au navire par des câbles en acier, de 50 mm d'épaisseur et de plus de 2000 mètres de long. À l'été 1989, Seacrest subit un programme de maintenance et de modernisation. Tous les câbles d'ancrage sont remplacés par de nouveaux câbles et le système de forage est amélioré. La modernisation prolonge et renforce le derrick pour supporter un top drive. Le grand moteur à courant continu du top drive est monté sur des rails de guidage dans le derrick. La tige de forage est suspendue et tournée par le dessus. Après ces modifications apportées à Seacrest, la stabilité de la plateforme est recalculée et les calculs sont approuvés par l'American Bureau of Shipping ou ABS. L'installation d'un système de forage à top drive a relevé le centre de gravité. Afin d'abaisser le centre de gravité et de rendre le navire plus stable, un réservoir d'huile sur le pont est converti en réservoir d'eau de forage et 2 espaces vides sont transformés en réservoir d'huile. La plateforme n'est pas inspectée après la maintenance et les améliorations, et elle ne subit pas de test de stabilité pour confirmer les calculs du centre de gravité. Elle est renvoyée directement dans le golfe de Thaïlande pour continuer le forage. Dans le golfe de Thaïlande, le navire de forage Seacrest navigue en périphérie d'une tempête tropicale depuis le mardi 31 octobre 1989. Il est ancré et fort dans le champ de Platong. Les services météorologiques militaires et maritimes de la Thaïlande se sont associés à un service météorologique privé pour fournir des informations sur la tempête au partenaire local d'UNOCL, la société Mitsui Oil Exploration. Ils anticipent avec précision la trajectoire de la tempête vers la zone d'opération du Seacrest. Le surintendant ignore les avertissements de fortes tempêtes et dit à son équipe qu'il n'y a pas eu de typhon depuis 50 ans dans le golfe de Thaïlande, donc il faut continuer à travailler. Le mardi de novembre, les opérations de forage se poursuivent alors que la tempête s'intensifie. À midi, la tempête est à l'horizon, à environ 70 miles au sud-est du Seacrest, avec des vents atteignant en continu 25 nœuds sur le navire et des rafales allant jusqu'à 38 nœuds,
Sa force augmente tout au long de la journée jusqu'au vendredi 3 novembre. UNOCL ne partage pas les informations concernant le typhon approchant avec le Seacrest. Cela fait plus de 4 décennies qu'un typhon n'est pas né dans le golfe de Thaïlande. Ce n'est pas très courant. En général, les typhons se forment en dehors du golfe, ce qui laisse plus de temps pour évaluer leur intensité et leur trajectoire. Il y a une soudaine montée de puissance de la tempête près du champ de Platong dans la matinée du vendredi 3 novembre. À l'approche de Seacrest, le temps évolue en un typhon déchaîné, et Seacrest n'a pas la capacité d'accéder aux prévisions météorologiques marines. UNOCL a retiré de Seacrest l'équipement radio nécessaire pour suivre les bulletins météorologiques. À la place, le capitaine du navire reçoit chaque jour un fax météo du siège d'UNOCL à Bangkok qui est transmis au cadre de la société à bord. Le fax est un bulletin météo général et non la prévision météorologique marine spécialisée que l'armée thaïlandaise partageait avec UNOCL. À la place, UNOCL envoie le rapport quotidien du département météorologique de Thaïlande à Bangkok, qui se concentre sur la météo à l'intérieur des terres. En général, un typhon se dissipe lorsqu'il atteint la terre, donc le rapport minimise la force du typhon en mer. Le 3 novembre, le train de tige de forage a atteint une profondeur de 1130 mètres. À minuit, le superviseur donne enfin l'ordre d'arrêter les activités de forage. À 1h du matin, le vent et l'état de la mer se renforcent considérablement. À 3h du matin, la tige de forage dans le trou de forage est suspendue sur les obturateurs inférieurs, à l'endroit où elle peut être sectionnée en cas d'urgence. Mais les ouvriers de la plateforme n'ont pas le temps de forer les 27 mètres de tige de forage qui restent dressés dans le derrick. Ils sont obligés de laisser la lourde tige dans le derrick avec le top drive tout en haut du derrick, ce qui déplace le centre de gravité à son point le plus élevé. À 4h30, le navire de soutien Greyguard se détache de sa bouée d'amarrage et commence des manœuvres d'évitement pour ne pas heurter Seacrest dans la houle et le vent. À 5h30, le riser est arraché de son amarrage, ce qui vient s'ajouter aux difficultés croissantes. Le riser est la section de l'infrastructure sous-marine qui aide à fournir de la flottabilité à la colonne de forage. Le navire de soutien Greyguard reçoit l'autorisation de quitter le site. À 9h45, le Seacrest perd les câbles d'ancre. 3, 6, 7 et 8. Sans tension sur les câbles, 4 et 5, la stabilité du navire dépend des ancres 1 et 2. De 9h55 à 10h40, les communications radio sont intermittentes en raison d'une coupure de courant. Les navires de soutien dans la zone peuvent voir que Seacrest maintient sa position. À 10h00, UNOCL met en place un centre d'urgence à Bangkok pour fournir une assistance à sa flotte de navires. Les vigies postées sur la plateforme Platong se préparent à un éventuel sauvetage en mer. À 10h16, le Seacrest établit un contact avec Bangkok, qui conseille de larguer tous les câbles et de ne garder qu'une ancre tout en se dirigeant face aux intempéries. Bangkok transmet à la plateforme les mises à jour sur la position de la tempête. Le Seacrest informe Bangkok que la situation se stabilise malgré l'infiltration d'eau dans la salle du générateur de secours. La vitesse du vent atteint 85 nœuds. À 11h, le cadre de l'entreprise à bord du Seacrest signale que le navire tient sur le câble de l'ancre numéro 1 et que les propulseurs du navire fonctionnent à pleine capacité. Le Seacrest annonce avoir perdu l'ancre numéro 2. Les câbles 4 et 5 étant détendus, seule l'ancre numéro 1 retient le navire. Bangkok conseille au navire que si le câble de l'ancre numéro 1 casse, ils doivent larguer les câbles 4 et 5. À 12h17, l'œil de la tempête passe directement au-dessus du Seacrest. Mais le Seacrest signale qu'ils ont perdu l'ancre numéro 1 et que le navire gîte de 5 degrés sur bâbord parce que du matériel de forage s'est déplacé. De l'eau de mer a inondé le local à bout et plusieurs compartiments du navire ont subi des dégâts. Ils compensent en ajustant les niveaux de boue de forage. Les membres d'équipage dans les quartiers arrière s'inquiètent d'être piégés sous le pont si la plateforme est inondée. Ils essaient de sortir sur le pont arrière. La plateforme tangue, les vagues frappent le pont et les hommes s'agrippent aux rambardes pour garder l'équilibre. Kent Nolan, membre de l'équipage, utilise un tuyau d'incendie pour créer une ligne de vie pour les hommes. Cette ligne de vie permet à l'équipage de quitter les quartiers arrière et de se maintenir sur le pont.
À 12h50, Seacrest tente de contacter le navire de forage Robre T4, mais le message n'est pas reçu. À 13h26, Seacrest envoie sa dernière communication. Une gîte de 5 degrés sur bâbord et la tige de forage s'est déplacée. UNOCL et la marine thaïlandaise supervisent les opérations de recherche et de sauvetage. UNOCL n'a pas de plan d'intervention d'urgence en place, alors ils improvisent au fur et à mesure. Ils mobilisent hélicoptères, bateaux et plongeurs pour l'opération de sauvetage. Le samedi 4 novembre, un hélicoptère repère l'épave chavirée, flottant à l'envers à environ 4000 nautiques du site du puits. Des plongeurs explorent dans l'épave pour trouver des membres d'équipage piégés, tandis que bateaux et hélicoptères recherchent des survivants autour. Les plongeurs trouvent 2 corps sur la passerelle du navire, mais aucun survivant. Le dimanche 5 novembre, les bateaux de ravitaillement et les hélicoptères d'UNOCL ont couvert une vaste zone, dans un rayon d'environ 30 miles autour du Seacrest. La zone de recherche est définie par le Manuel national de recherche et de sauvetage des États-Unis. Aucun survivant n'est retrouvé. Entre le 5 et le 6 novembre, des bateaux de pêche thaïlandais et la marine thaïlandaise trouvent 6 survivants en 2 groupes distincts, à près de 70 miles au nord-ouest du Seacrest. Maintenant, UNOCL ignore le manuel américain de recherche et de sauvetage et calcule la trajectoire de dérive d'éventuels survivants, en tenant compte des vagues, du vent et des courants dans les conditions du typhon. Les calculs indiquent que les survivants dérivent plus loin et plus vite que le rayon de recherche initial de 30 milles nautiques durant les 24 premières heures. UNOCL redirige ses efforts de recherche vers cette région. 4 survivants thaïlandais poursuivent UNOCL pour blessures, et les familles des membres d'équipage disparus engagent des poursuites pour décès injustifiés. Ils ciblent 2 causes principales. Premièrement, ils tiennent UNOCL pour responsable de ne pas avoir évacué le personnel non essentiel, et de ne pas avoir préparé le Seacrest aux intempéries à l'approche d'un cyclone tropical, alors que des prévisions maritimes étaient disponibles. Deuxièmement, ils affirment que UNOCL n'a pas assuré la navigabilité du navire en mode forage en utilisant des ancres de mouillage et en laissant des tiges de forage dans le derrick, ce qui a directement conduit au chavirement du navire trop chargé dans les hauts. Dans le cadre de sa stratégie de défense, l'équipe juridique d'UNOCL Thaïlande engage une société privée appelée Failure Analysis Associates Incorporated ou FAA. La FAA mène une enquête approfondie sur les événements entourant la perte du navire. L'enquête de la FAA englobe l'état physique et la conception du navire, les effets météorologiques, les efforts de recherche et de sauvetage, ainsi que les protocoles de sécurité. Les survivants thaïlandais ne sont pas interrogés et leur témoignage n'est pas pris en compte lors de l'enquête de la société. La société ne prend pas en compte les prévisions marines fournies par l'armée thaïlandaise à UNOCL avant la tempête. Ils mènent un examen approfondi de la stabilité et concluent que le navire est conforme aux normes de l'American Bureau of Shipping et que la modification du navire pour inclure un système de rotation en tête a amélioré la stabilité grâce à la conversion des réservoirs de forage, d'eau et de pétrole qui ajoutent au lest dans le cadre des modifications. Mais ils notent également qu'ils ne trouvent aucune trace de calcul ou de certification de l'ABS concernant la stabilité du navire après les modifications liées au système de rotation en tête. Ils constatent également que UNOCL a commis des erreurs dans ses calculs, concernant le moment de renversement du navire sous l'effet du vent. Malgré les erreurs de calcul et l'absence de tests, leur rapport final indique qu'au moment où le navire chavire, il fonctionne dans les normes acceptables de stabilité. Ensuite, ils soulignent que le manuel d'exploitation du navire contient des instructions qui permettent aux hauteurs du centre de gravité du navire de dépasser les limites acceptables, ce qui pourrait réduire la stabilité. Néanmoins, la FAA affirme que cela n'est pas pertinent car, dans les opérations quotidiennes, le navire reste en dessous du hauteur maximale autorisée du centre de gravité avant le chavirement. La FAA indique que la plupart des membres d'équipage se sont réunis sur le pont principal près des postes d'abandon, tandis que les survivants disent qu'ils étaient surtout sur le pont arrière. La FAA conclut que le navire semble gérer la mer et le vent de manière satisfaisante jusqu'à ce qu'il rencontre de plus grosses vagues, qui contribuent au chavirement. Les survivants affirment que le navire peinait face au vent et aux vagues, ce qui a conduit au chavirement du Seacrest. La FAA a estimé qu'une action en justice n'était pas fondée. UNOCL a engagé la FAA pour enquêter sur les accidents. Bien qu'ils aient relevé des lacunes dans les calculs de stabilité et le manuel d'exploitation, ils estiment que le Seacrest respectait la législation sur la navigabilité.
S'ils avaient été engagés par les victimes, je me demande si leurs recommandations auraient été la même. Après de longues négociations à Houston, au Texas, UNOCL parvient à un accord avec les familles des victimes, évitant ainsi un procès et réglant toutes leurs réclamations. Kent Nolan, qui avait installé une ligne de vie pour l'équipage, est mort sur la passerelle du navire avec le capitaine lors du retournement du Seacrest. Les plongeurs trouvent l'horloge à pile du navire. Elle indique 13h50 l'heure à laquelle le Seacrest s'est renversé.